Bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc Marie-Hélène Beaubois, la vice-présidente du CNSSJ de son absence, et bien sûr, je vous souhaite de loin la bienvenue ici dans cet amphithéâtre Richelieu. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints ici. Et le CN98 donc, va commencer sa saison. C'est sa première consultée avec notre intervenant M. Bott, anthropologue au CNRS. Donc, je vous souhaite de bien écouter, et surtout, ce sont des cyclo-conférences qui n'a jamais été encore fait jusqu'à maintenant. Et il y a plein de choses qui sont très intéressantes à appeler. Donc, je passe la parole à Corinne, coordinatrice de notre structure d'université populaire. Et il y a plein de choses. Alors, bienvenue encore à tous. L'Université populaire du CM98 est heureuse d'être aujourd'hui à la fois en distanciel et en présentiel. Alors, bienvenue encore à tous. L'Université. Alors, j'ai un retour. C'est la première fois qu'on fait un mix. CM98, c'est un peu gênant. Alors, excusez-moi, je vais dépasser le deuxième micro. Alors, j'ai un retour. C'est la première fois qu'on fait un mix. Oui, on va couper le son. C'est un peu gênant. Alors, après presque 2 ans d'absence, nous sommes contents de nous revoir enfin en présentiel dans ce bel amphithéâtre de la Sorbonne. Et d'être aussi en même temps en Facebook Live et en webinaire. Donc, on aura au moins gagné ça, de pouvoir être à la fois à Paris et aux 4 coins de nos territoires. Ce matin, en finalisant les inscriptions, il y a quelqu'un qui nous a écrit de l'île de la Réunion et qui disait qu'ils étaient très contents de pouvoir de continuer à nous suivre malgré tout. Je vous souhaite donc la bienvenue et vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois que l'Université populaire du CN98, bien sûr, traite les questions liées à l'esclavage colonial et à la traite, mais aussi toutes les questions liées à la lutte contre le racisme et la diversité humaine, les questions liées à la lutte contre la concurrence des mémoires de l'esclavage et de la Shoah pour lutter contre l'antisémitisme en dispensant des savoirs sur les crimes contre l'humanité, leur histoire et la gestion de ces mémoires par les victimes et leurs descendants. Et bien sûr, nous nous intéressons aussi aux problématiques identitaires, économiques, politiques et sanitaires. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez pu suivre une conférence qui a eu pas mal de succès sur le chlordécone, par exemple. Toutes ces questions sur les sociétés françaises qui ont subi l'esclavage colonial. Pour chacune de nos conférences, nous faisons intervenir des spécialistes, les meilleurs, je vous mets un peu la pression, qui exposent pendant 1 heure. Ensuite, vous avez la possibilité de leur poser des questions, bien sûr, vous, assez facilement en présentiel, mais aussi sur Facebook, vous pouvez nous laisser vos questions écrites, nous les prendrons sans aucun problème. Et en webinaire, vous avez aussi la possibilité de prendre la parole ou d'écrire vos questions. Comme d'habitude, on va trier les questions sans problème et les prendre et y répondre. Mais en cas de, s'il y a des possibilités, vous pouvez aussi, via Internet, avoir un échange avec le conférencier. Avant de laisser la parole à Frédéric Réjean, que vous commencez à connaître aussi, qui est le responsable de notre comité scientifique, je vais vous donner un aperçu de notre programme pour la prochaine saison, enfin pour la saison qui s'ouvre. Alors,
Nous allons garder la même régularité que les années précédentes. En règle générale, l'université populaire se tient le deuxième samedi de chaque mois, de 15h à 17h. Pour le mois prochain, nous avons prévu de parler des aspects religieux dans l'esclavage. Au mois de janvier, l'esclavage à La Réunion. Ensuite, au mois de février, l'esclavage en Guyane. Et au mois de mars, nous verrons une espèce de... Enfin, on va faire un peu une synthèse de tout ça avec une histoire comparée des esclavages dans les colonies françaises. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Frédéric qui va nous présenter notre conférencier. Bonne conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance qui, après 2 années de différentes formes de confinement, marque la reprise de l'université populaire, donc du CEM 98 avec l'université Paris 1. Donc cette université populaire est également faite en coopération avec l'APES, l'Association pour l'étude de la colonisation européenne, dont je suis le président et dont l'ancien président, Marcel Lorini, vient de nous quitter. Donc voilà, j'aimerais qu'on ait une pensée pour lui. Il fréquentait assez assidûment les séances de l'université populaire et quelqu'un qui a compté dans à la fois l'histoire de l'esclavage et toutes les questions mémorielles liées à l'esclavage. Alors aujourd'hui, et je tiens vraiment à le remercier, donc nous avons Roger Bott, qui est anthropologue, donc ancien chargé de recherche au CNRS, et qui est donc un spécialiste des questions d'esclavage en terre d'islam. Alors, je vais vous faire circuler le livre qu'il a publié, il faudra bien le relire. Donc, Esclavage et abolition terre d'islam. Donc, un ouvrage qui a une bonne dizaine d'années. Et donc, Roger Bott est quelqu'un qui a écrit de très nombreux articles, dont certains je les donne à étudier à mes étudiants. Enfin, je pense notamment à ces articles sur l'esclavage et la traite négrière au Portugal. Donc, c'est voilà, à la fois un spécialiste de l'esclavage en terre d'islam, mais aussi un bon connaisseur des différentes formes d'esclavage qui ont pu exister en même temps que celui que l'on trouve en terre d'islam. Donc, sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour à peu près 1 heure d'intervention. Et donc, ensuite, vous pourrez poser vos questions. Alors, je salue toutes celles et tous ceux qui sont avec nous sur Facebook ou sur le Zoom. On a déjà plus de 60 personnes qui sont connectées. Alors, et d'habituels participants qui viennent physiquement, mais moi, je pense que lorsqu'on a le choix entre le Zoom et la présence physique, franchement, moi, c'est parce que j'étais obligé de venir que je suis là. Non, mais c'est quand même mieux d'être là. En tout cas, merci beaucoup, Roger, et je te cède la parole. J'éteins ce micro. Ou il utilise quel micro pour parler, celui-là ou celui-là? Lequel? Alors, on va le mettre par là. Voilà, c'est bon comme ça. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Contrairement au titre annoncé, un peu ambitieux, pour pouvoir le traiter dans le temps imparti, j'aborderai uniquement ici les traites transsahariennes à partir de l'expansion du monde musulman, des traites actives entre le 8e et le 20e siècle. Plus modestement, je prendrai 2 exemples pour analyser les caractéristiques de ces migrations forcées. La mise en place des traites médiévales, d'une part, et d'autre part, le parcours effectué par une caravane entre le Darfour, dans l'actuel Soudan, et l'Égypte au XIIIe siècle,
sur la route dite d'Arb al-Arba'in ou des 40 jours. En ce qui concerne les traites médiévales, j'aborderai 5 points. 1. Les possibilités techniques d'un tel commerce à travers le Sahara. 2. L'existence d'un marché d'appel au sud et au nord pour acquérir tel ou tel bien. 3. La multiplicité des points de vente et de redistribution au sud, au nord. 4. Le contrôle par divers pouvoirs politiques des transactions. Et enfin, 5e point, l'existence d'oasis relais pour pallier aux problèmes logistiques. Caractéristique numéro 1, les possibilités techniques d'un tel commerce. Un commerce à longue distance implique une certaine continuité dans le temps, un volume assez significatif, des réseaux de transport, des points de vente au sud et des marchés de redistribution au nord, le contrôle politique des différentes aires de parcours avec des tribus ou des États qui en assurent la sécurité. C'est pourquoi ni les Romains en Afrique du Nord, ni les Vandales, ni Byzance ne disposaient des moyens nécessaires à l'organisation et à l'exploitation à travers le Sahara d'un commerce à longue distance. Ce dernier impliquant aussi bien en amont qu'en aval un contrôle direct ou indirect sur les voies d'accès. Par ailleurs, les communications transsahariennes et les échanges ne seront rendus possibles que par la généralisation du dromadaire au IIIe et IVe siècle. La diffusion de cet animal rendait les nomades extrêmement autonomes et mobiles. Du point de vue du trafic caravanier, le dromadaire, que j'appellerai chameau par la suite, puisque c'est la façon dont on l'appelle généralement, mais c'est véritablement un dromadaire. Le dromadaire donc correspondait parfaitement aux exigences d'un commerce pondéreux à longue distance. Il permettait aux marchands de couvrir avec cette bête de somme des espaces arides d'une longueur totale nord-sud de 1500 à 2000 km. Il fallait également des relais dans les oasis et des pistes jalonnées de points d'eau. Or, les Berbères, à la fois marchands et armateurs de caravanes, convoyeurs spécialisés, maîtres des oasis relais, contrôleurs des régions traversées et des terminaux caravaniers, vont progressivement maîtriser toute la chaîne du commerce transsaharien. Et de fait, ce sont bien les Berbères qui, convertis à l'islam, vont mettre en place les 3 grands faisceaux de routes transsahariennes méridiennes reliant le Maghreb à l'Afrique subsaharienne à partir du 8e siècle. Après une résistance acharnée à l'expansion arabe, les Berbères adhèrent d'abord au sunnisme, puis ils le rejettent et adhèrent à une secte religieuse dissidente, l'ibadisme. C'est un mouvement politico-religieux qui réfute toute prérogative généalogique aux descendants de Mohammed pour pouvoir prétendre au califat, aussi bien du côté sunnite, Quraysh, que du côté chiite. La conversion des Berbères à l'islam marque la fin de leur mise en esclavage par les Arabes. 415 000 Berbères auraient ainsi été réduits en esclavage et exportés vers le Proche-Orient. Une fois tarie cette source maghrébine d'esclaves, la demande va se porter sur une source alternative, les Africains subsahariens. Et ce sont les Berbères qui vont faire venir des esclaves du Bilad al-Soudan, comme disent les Arabes, c'est-à-dire du pays des Noirs, en association avec des missionnaires ibadites venus du Moyen-Orient. Ces dissidents religieux apportaient avec eux une expertise commerciale très ancienne, bien antérieure à l'arrivée de l'islam.
Or, la fusion entre ces missionnaires et les Berbères va incorporer tous les éléments pour le succès d'un réseau de commerce à longue distance. Les Berbères maîtrisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la chaîne du commerce transsaharien. C'est ainsi que le commerce de l'or, des esclaves et des autres produits africains va échapper pendant plusieurs siècles aux Arabes, au moins jusqu'au XIVe siècle. Aujourd'hui, on trouve encore de ces berbères ibadites dans l'île de Djerba, en Tunisie, au Mzab, dans le sud algérien, en Tripolitaine, en particulier dans le Djebel Nefouza, en Libye actuellement, dans le sultanat d'Oman et dans les îles de Pemba et de Zanzibar en Tanzanie, où ils sont très actifs pour la traite au XVIIIe et au XIXe siècle. Au Maghreb, il faut noter également le rôle joué par les Juifs, ou plus exactement par des Berbères judaïsés, dont les communautés se trouvaient installées dans les localités les plus excentrées, au débouché des grandes pistes caravanières et au cœur même du dispositif commercial ibadite, auquel d'ailleurs ils participaient. Ils étaient particulièrement nombreux au Touat, que je voulais montrer sur la carte le Touat, enfin peu importe. Bref, ils étaient nombreux dans cette région du Touat, au cœur même du dispositif commercial ibadite. Ils y construisirent d'ailleurs la première synagogue en 517. Ensuite, en arrivant dans la zone saharo-soudanaise, les marchands importateurs-exportateurs venus du Nord se trouvaient en présence d'États africains déjà constitués ou qui vont se constituer au fur et à mesure que la traite progressait. La période qui s'étend du 8e au 11e siècle est décisive pour les peuples soudanais. Grâce à leur structure politique puissamment organisée, ils ont immédiatement pris conscience de la portée des échanges avec l'Afrique saharienne et méditerranéenne. Leur préoccupation constante, dès ce moment-là, fut de conserver la maîtrise des transactions pour empêcher les marchands du Nord de mettre la main mise sur les échanges locaux. Pour réussir à travers le Sahara, il fallait donc des réseaux marchands interconnectant des pôles économiques complémentaires entre le Nord et le Sud, avec un point de départ et d'arrivée et des points d'eau bien déterminés. Ces routes caravanières, malgré les aléas de l'histoire, sont restées d'une grande stabilité tout au long des siècles. Elles ont fait évidemment l'objet de luttes fratricides, des luttes à la fois idéologiques, politiques, économiques et tribales pour leur contrôle, luttes entre ibadites, sunnites, chiites, entre Umayyads d'Espagne, Fatimides d'Ifriqiya et d'Égypte, entre le califat abbasside de Bagdad, entre les Berbères Saadja, alliés des Umayyads de Cordoue, et les Berbères Anata, alliés des Fatimides. Donc une série de luttes politiques, idéologiques, pendant plusieurs siècles pour le contrôle de ces voies d'accès au sud. J'en viens donc maintenant aux trois grands faisceaux de routes transsahariennes reliant le Maghreb à l'Afrique subsaharienne, mis en place par les Berbères. La première de ces routes, la voilà, c'est celle qui passait par Zaouila, en Fezante, en Libye actuellement, qui traversait le Djebel Nefouza, qui rejoignait le lac Tchad et le Niger par les salines de Bilma, les régions du Kawa au Niger aujourd'hui et du Kanem au Tchad.
Cette route translibyenne à partir du golfe des Sirtes permettait un immense gain de temps. Et en effet, il y a environ 2100 km de Sourtes au lac Tchad, soit 1000 km de moins que la route centrale vers Gao, qu'on verra tout à l'heure, et la route occidentale par Fès, la plus à gauche sur la carte. Sur cette voie translibyenne, les esclaves représentaient presque le seul article du commerce vers la Méditerranée. Il n'y avait pas d'or, à la différence des deux autres voies. Et par conséquent, les esclaves représentaient la source principale de richesse pour les habitants du Kanem. Un musulman, comme on sait, ne peut être réduit en esclavage par un autre musulman. C'est pour cette raison que l'État du Kanem, dont les élites seules étaient islamisées, vont cesser au début du XIe siècle d'encourager à l'islamisation des populations. En effet, ces élites peinaient à satisfaire la demande en esclaves à cause de la conversion d'un nombre trop grand de païens. Elles vont donc freiner considérablement les conversions des animistes à l'islam afin de ne pas créer de difficultés économiques pour le pays. La route centrale, deuxième voie transsaharienne, route centrale par Taert, Tiaret, aujourd'hui en Algérie, par Laghouat, Ouargla, Tadmaka, une ville disparue au Sahara, dans le nord du Niger, et Gao et le fleuve Niger. C'est la seconde voie commerciale la plus ancienne, ouverte aux environs de 1676-1680. Elle a été ouverte par un ibadite d'origine persane, fondateur de la ville de Taert, qui devint le centre politique, ville qui devint le centre politique, religieux et économique de tous les ibadites du Maghreb central. Cet État s'étendait des frontières du Maroc actuel jusqu'en Tripolitaine en Libye. Donc un État extrêmement vaste. En tête de pont sud de cette route, la ville de Gao apparaît comme le plus ancien centre urbanisé de l'Ouest africain. C'est ainsi que dès la fin du 8e siècle, la ville entre dans le circuit de l'économie internationale vers le Maghreb et la Méditerranée. Il existait en effet d'étroites relations commerciales entre l'émirat de Taher, dont tu viens de parler, au Maghreb, et l'émirat omeyyade de Cordoue, dans l'Espagne musulmane. Il ne fait aucun doute que des esclaves étaient envoyés vers l'Espagne musulmane à partir du port de Ténès, en Algérie, lié au réseau transsaharien, vers le port de Tortosa, dans l'Espagne musulmane. On pourra revenir éventuellement sur la présence des Africains dans la péninsule ibérique. Plus tard, vers la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, avec la formation des empires almohades et almoravides, l'Afrique intérieure va se trouver totalement intégrée à l'économie méditerranéenne avec l'ouverture d'une voie transcontinentale allant des rives du Sénégal et du Niger à celle du Guadalquivir. Il existe d'ailleurs des preuves matérielles d'une telle liaison entre Almeria en Espagne musulmane et Gao. On a découvert en effet, près de Gao, des stèles funéraires dont les épitaphes sont dans le style de l'écriture almoravide. Troisième piste, à l'ouest, par la ville de Sidi Massa, fondée en 1657, dans le sud marocain, à 10 ou 12 jours de marche de Fès. Cette ville, Sidi Massa, constituait le port d'entrée vers le Bilad al-Soudan. Sur cette voie, une ville, Tamdouk, avec ses mines d'argent et de cuivre, exploitée sûrement à la fin du IXe siècle, représentait le dernier point habité avant la traversée du désert et probablement la véritable tête de ligne des caravanes à destination du sud.
Les deux villes, Sigil Massa et Tamdout, comme toutes les autres oasis relais, permettaient aux marchands d'obtenir des renseignements sur l'état des routes concernant les points d'eau et la sécurité, des renseignements également sur les conditions des marchés, les cours pratiqués, les marchandises disponibles à l'exportation ou celles qui étaient demandées au Bilad al-Soudan. J'ajoute une quatrième voie que l'on verra tout à l'heure plus en détail, qui est une voie transsaharienne qui naît à la fin du XVIe siècle, qui se développe au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. C'est la fameuse voie qui reliait le Darfour à l'Égypte ou piste des 40 jours. Elle partait du sud du sultanat du Darfour, d'une ville appelée El Fasher, sur la carte qu'on ne voit pas là. Enfin, peu importe, on reviendra tout à l'heure sur cette voie à partir de l'écran. Donc cette voie qui partait du Darfour avait pour terminus Assiout, sur le Nil. Elle faisait 1800 km depuis son point de départ. On mettait entre 45 et 60 jours pour parcourir une telle distance. Mais la caravane stationnait pendant un temps assez long dans l'oasis de Karka, où des fonctionnaires venus d'Assiout venaient faire l'inventaire des marchandises pour établir les droits de douane, à la fois sur les biens transportés et sur les esclaves. Ces traites ou économies d'échange lointains se fondaient donc sur l'existence d'un marché d'appel de certains produits qui ne pouvaient venir que d'ailleurs. Le sel, le cuivre, les textiles, les verroteries, les produits manufacturés, les armes, certains produits vivriers, les chevaux, les biens de luxe, en ce qui concerne la demande africaine. De l'autre côté, au nord, la demande portait sur l'or, l'ivoire, la lin, les plumes d'autruche, certains tissus africains et d'autres biens, et évidemment les esclaves. Ceux-ci ont représenté du 8e au 20e siècle la principale marchandise grâce à laquelle l'Afrique subsaharienne participait aux échanges internationaux. Curieusement d'ailleurs, pendant cette période, la demande et l'offre de ces produits, au nord comme au sud, demeurent d'une remarquable constance, les termes de l'échange restant presque immuables. Caractéristique numéro 3 de ces voies transsahariennes, la multiplication des points de vente et de redistribution au nord. Au nord comme au sud, la multiplicité des points de vente se constate partout dans les sociétés et États africains fournisseurs d'esclaves, et multiplicité également des marchés de redistribution des esclaves aux terminaux caravaniers nord. À ces têtes de pont, au sud comme au nord, on assiste au développement de centres urbains liés au commerce des esclaves. Ils abritent des sociétés cosmopolites où les esclaves restés sur place, parfois très nombreux, jouent un rôle important dans divers secteurs de la vie urbaine et économique. On trouvait partout dans ces terminaux des courtiers et des marchands d'esclaves spécialisés. C'était en particulier le cas du marché du Caire, où arrivaient tous les biens africains et particulièrement les esclaves. Le point de vente était un grand caravansérail ou wakalat. On pourra éventuellement revenir dessus pour plus de détails sur le fonctionnement de la vente dans ce caravansérail. Ce caravansérail était d'ailleurs spécialisé dans la vente des esclaves noirs. Les esclaves blancs étaient vendus dans un autre caravansérail séparé. Les ventes se sont poursuivies jusqu'à l'abolition de 1878 en Égypte. Caractéristique numéro 4
de ces voies transsahariennes, le contrôle par divers pouvoirs politiques des transactions. Partout, les États et les sociétés fournisseurs d'esclaves, d'or et d'autres produits avaient pris conscience dès le début de la période de la portée décisive pour leurs économies du commerce transsaharien. Ces États se préoccupèrent alors constamment de conserver la maîtrise de leurs transactions afin d'éviter toute mainmise sur le commerce par les marchands venus du Nord. Et de fait, les marchands venus du Nord ne contrôlèrent jamais au Sud les divers points de traite. Simultanément, l'accroissement de la traite transsaharienne n'aurait pas été possible par la seule demande. Il fallait aussi une offre plus abondante. C'est ce à quoi vont se consacrer les sociétés africaines en multipliant les raids esclavagistes sur les sociétés se trouvant au sud de leur territoire. Ainsi, au XVIe siècle, l'Askia Mohamed, qui dirige à l'époque l'Empire Songhai, crée une armée permanente avec un corps de cavalerie monté sur des chevaux, importés à travers le Sahara. Il prend des mesures pour favoriser et activer les transactions en garantissant leur régularité et leur honnêteté. Il édicte l'unification des poids et mesures et chaque marché est placé sous la surveillance d'un inspecteur, etc. Cinquième caractéristique de cette traite à travers le Sahara, la mobilisation de gros moyens en hommes et en animaux pour le transport. Or, les problèmes logistiques auraient sans doute compromis le commerce transsaharien s'il n'y avait pas eu des étapes relais sur les routes commerciales entre le sud d'une part et le Maghreb d'autre part. C'étaient des havres, des lieux de repos, des endroits où changer éventuellement de caravaniers, de guides ou d'escortes, des stations où s'approvisionner en vivres frais et en eau. C'était aussi parfois des points de rupture des charges des caravanes en provenance du sud avant leur régulation vers les ports caravaniers du nord. Des marchands pouvaient aussi acquérir dans ces oasis relais les produits venus du sud, notamment les esclaves, sans avoir à aller en Afrique subsaharienne. Ces oasis relais contribuaient de manière indispensable à la logistique des caravanes. C'était le cas, par exemple, des oasis du Touat, un véritable archipel d'oasis s'étendant sur presque 600 kilomètres, avec pour capitale Timimoun et Insala qui se trouvait à 26 ou 28 jours de marche de Tombouctou. Sur la piste de l'Est, le chapelet d'oasis du Tawa jouait ce même rôle logistique. L'oasis s'étendait sur une longueur de 80 km sur 5 de large. Elle occupe une position idéale à mi-chemin entre le Tibesti et l'Aïr, d'une part, entre le Fezzan et le bassin du lac Tchad, d'autre part. Cette voie était probablement la plus belle route caravanière du Sahara, malgré une zone de nude entre Bilma et Dibala. Elle bénéficiait sur un tiers de son parcours de l'existence d'une nappe d'eau à faible profondeur et ailleurs, l'eau était aisément atteinte par des puits rudimentaires. Les caravanes pouvaient donc circuler sur cette voie sans rupture de charge et par conséquent avec beaucoup moins d'intermédiaires que sur les autres voies. En Égypte, enfin, l'oasis de Karga, évoqué tout à l'heure, mesure environ 150 km de longueur sur 15 de largeur. La Polmarès était beaucoup moins dense que celle du Touat, mais c'était une halte bienvenue pour la caravane du Darfour. On y trouvait en effet de l'eau à profusion, avec même de véritables bassins ou piscines. Mis à part Karga, dont la fondation remonte à l'époque perse de l'Égypte, c'est-à-dire 4e, 5e et 4e siècle avant notre ère, toutes les autres grandes oasis ont été aménagées comme relais logistiques par les Égadites lors de la mise en place du système caravanier.
Ainsi, des oasis comme celle du Touat, irriguées par des Fogaras, ont été fondées par différentes fractions ibadites ou berbéro-juives. Ce système hydraulique se développe entre le Xe et XIe siècle. Il s'agit, comme on sait, de galeries souterraines destinées à capter la nappe phréatique et à dériver l'eau vers l'extérieur. Progressivement, les Fogaras se multiplient et au début du XXe siècle, leur longueur additionnée dépassait les 3000 km. On peut faire coïncider la mise en place de ce système d'irrigation avec l'arrivée dans les palmeraies de plusieurs milliers d'esclaves. En effet, les Fogaras nécessitaient une main-d'œuvre abondante. Il fallait effectuer des travaux de terrassement gigantesques. Les Fogaras du Touat, en effet, vont capter l'eau à des distances qui varient entre 3 et 10 km. La profondeur de certains puits atteint plus de 40 mètres. Et enfin, les galeries souterraines permettaient au minimum la circulation d'un homme debout pour pouvoir les entretenir. J'en viens maintenant à l'examen plus précis de l'exemple de la caravane du Darfour à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe pour examiner son organisation, les produits qui étaient exportés et importés par cette piste des 40 jours, et j'examinerai également les frais supportés sur cet itinéraire par les caravanes. Premier point, la marche de la caravane et son organisation. Les caravanes, en principe, ne partaient du Darfour qu'en octobre-novembre pour éviter la trop grande chaleur. Elles pouvaient mettre 2 à 3 mois pour se rassembler dans une ville appelée Kobeid. C'était la place de commerce du Darfour et les commerçants n'avaient pas le droit de se rendre ailleurs. Ces caravanes étaient un monopole d'État et ne partaient que sur ordre de sultan. Chaque caravane voyageait sous l'autorité d'un chef désigné par le sultan, appelé Kabir. Il y avait d'autres personnages comme des auxiliaires pour le Kabir, un imam dans les grandes caravanes pour les prières, des guides qui servaient d'éclaireurs à la caravane. Mais le Kabir était le personnage principal sur lequel toute la caravane reposait. Donc, il devait être reconnu juste et capable et jouir d'une bonne réputation parmi les négociants. Il devait évidemment avoir le sens de l'orientation et la mémoire des détails. Il lui fallait aussi beaucoup de sang-froid pour garder la maîtrise de soi dans les circonstances difficiles. Sur la totalité des chameaux de la caravane, 1/3 était consacré au transport de l'eau, 1/4 à celui des provisions de bouche, 1/8 seulement servait au transport des marchandises proprement dites, celles qui allaient être vendues en Égypte. Le reste des chameaux était réservé pour porter les malades ou les jeunes enfants, la charge des chameaux blessés ou la charge des chameaux qui mouraient en cours de route. Pour réguler la marche de la caravane, c'est-à-dire l'heure des haltes, l'endroit où on campait la nuit, l'heure de la levée du camp, etc., le Kabir disposait d'un énorme tam-tam audible à une très longue distance. Le Kabir et les principaux marchands traversaient le désert montés sur des chevaux, les moins riches sur des ânes, les plus pauvres des marchands allaient tantôt à pied, tantôt sur des chameaux chargés, mais rarement. Les serviteurs qui étaient au service des marchands, soit des esclaves affranchis, marchaient à pied. Ils servaient de main-d'œuvre pour charger et décharger les chameaux, les soigner, parce que les plaies étaient fréquentes avec le frottement des bas sur le dos. Quant aux esclaves à vendre, ils allaient tous à pied, petits et grands, hommes et femmes, à l'exception parfois des enfants de moins de 10 ans qui pouvaient être mis sur les chameaux
au moins sur une partie du parcours quotidien de la caravane. Mais les marchands étaient connus pour avoir plus d'égards pour leurs chameaux que pour les esclaves. Le voyage aller-retour pour les grandes caravanes pouvait prendre une année. C'est pourquoi les marchands qui étaient à Lorèze faisaient voyager avec eux leurs femmes et même des nourrissons. Le Kabir, lui, était toujours accompagné par sa famille. On a l'exemple d'un Kabir qui, en 1804, avec la caravane retour d'Égypte, avait avec lui 7 esclaves d'âge moyen qui lui servaient de serviteurs, un autre esclave assez jeune, 8 domestiques, probablement là encore des esclaves affranchis, et 68 chameaux. 8 chameaux étaient destinés à porter l'eau et 2 les provisions. Le Kabir avait avec lui 5 femmes concubines et une femme légitime. Il emmenait en plus un magnifique cheval conduit par un esclave uniquement occupé par ce travail. La caravane se mettait en marche à la pointe du jour et ne s'arrêtait que le soir, à l'exception d'une pause d'une demi-heure vers midi, mais sans décharger les chameaux. Les caravanes parcouraient un peu moins de 40 km par jour, une cadence assez difficile à soutenir, soit 10 heures de marche. Un égyptologue anglais, Wilkinson, a rencontré à Karga une caravane arrivée en janvier 1825. Elle avait parcouru 850 km depuis une oasis appelée El Atroun en 31 jours. Elle avait donc progressé à une vitesse moyenne de 5 km/h par jour. Personnellement, ça me semble beaucoup. Je pense que la moyenne devait être plus proche de 4,5 km de l'heure. Ce qui est déjà relativement rapide pour suivre le rythme de la caravane. La nourriture des esclaves consistait en une galette appelée gorsa. Les galettes étaient préparées à chaque halte du soir par les femmes esclaves avec une farine embarquée, déjà moulue. La farine était ensuite délayée dans l'eau et pétrie. On faisait cuire cette pâte sur une plaque sphérique en tôle d'un diamètre plus ou moins grand, graissée au beurre. Pour faire le feu, on utilisait la fiente des animaux de la caravane qui était passée précédemment. Les marchands, eux, mangeaient une espèce de bouillie de maïs avec une très petite quantité de viande salée séchée. Les marchands les plus riches avaient comme provision de bouche de la farine, du beurre salé, des dattes, de la viande séchée, des lentilles. Mais tous les documents que j'ai pu consulter sur la marche de telle caravane notent que les prévisions des marchands, aussi bien en eau qu'en provisions de bouche, étaient toujours trop justes. Pour l'alimentation des chameaux, à l'aller, on leur donnait une espèce de foin. Au retour, une poignée de paille hachée et des fèves ou des haricots ou des dattes pilées. Pour les chevaux et les ânes, on leur donnait des fèves et du sorgho comme nourriture. On comptait un chameau chargé de ces produits pour 10 chameaux. Sur cette voie transsaharienne, à l'un des points d'eau, des nomades, les Agawas notamment, venaient vendre de la nourriture à la caravane mais à des prix exorbitants. Il fallait également se méfier des pillards, nombreux, comme les Toubous. Ces derniers faisaient des raids meurtriers depuis l'Ennédi, au Tchad. D'autres nomades, comme les Kababiches sur cette piste, vendaient soit de la nourriture à la caravane, soit la protégeaient, soit la pillaient. C'était selon les circonstances. Arrivés au terminus d'Assiout, tous les marchands de la caravane louaient les maisons. Ils remettaient leurs armes au chef de la caravane qui les entreposait
dans un lieu sûr. C'était des lances, des massues, des sabres, des boucliers en cuir. Il n'y avait pas d'armes à feu sur ce trajet transsaharien. C'est le Kabir qui à Siout vendait tous les biens transportés par la caravane, ceux du sultan, ceux des marchands et les siens propres. Il servait d'intermédiaire unique auprès des acheteurs, car aucun marchand ne pouvait vendre séparément ce qui lui appartenait. À la fin de ce commerce transsaharien, au XIXe siècle, vers les années 1840-1850, alors arrivés en Égypte, à Assiout, les esclaves étaient vaccinés contre la variole, une maladie qui faisait des ravages au Darfour. Je vais en venir maintenant aux exportations du Darfour. Le nombre d'esclaves par caravane variait considérablement, et donc difficile de donner des moyennes. On a l'exemple d'une caravane arrivée le 3 mai 1817 à Assiout et dont l'explorateur Frédéric Caillot assiste à l'arrivée. Cette caravane était composée de 16 000 individus, dont 6 000 esclaves, mais c'était la première caravane depuis 7 ans. Donc c'est difficile d'établir une moyenne sur des données qui sont très fragmentaires. Je prendrai quand même malgré tout la moyenne des caravanes arrivées au XVIIIe siècle, comprenant 5 000 chameaux et 5 500 esclaves. Et c'est sur cette base-là que je vais étudier la répartition des exportations du Darfour. Les esclaves, donc, dont le Darfour était le premier fournisseur pour l'Égypte, constituaient le premier poste d'échange du pays, soit près de 40% des exportations. 3/4 de ces esclaves étaient des femmes. Environ 200 jeunes esclaves entre 8 et 10 ans étaient castrés chaque année à l'arrivée de la caravane dans un village près d'Assiout par des moines coptes. La plupart de ces eunuques étaient expédiés ensuite vers l'Empire ottoman. Quant aux chameaux, les 4/5 étaient vendus en Égypte, car ils étaient devenus en partie inutiles. En effet, le nombre de chameaux nécessaires au retour de la caravane était de beaucoup moindre qu'à l'aller, puisqu'il n'était plus besoin de transporter l'eau et la nourriture pour les esclaves. La caravane transportait également de l'ivoire, dont la demande était forte dans l'Empire ottoman et en Europe. En ce qui concerne les outres contenant l'eau, comme pour les chameaux, c'était évidemment un équipement essentiel des caravanes. La capacité d'une outre était d'environ 80 litres. Les chameaux en portaient 2, soit 160 kilos, qui constituait presque la charge maximale pour un chameau. Les marchands, quant à eux, disposaient de petites outres individuelles. On donnait à boire aux esclaves 2 fois par jour, dans une espèce de bassine commune à plusieurs d'entre eux. L'eau, ces outres étaient enduites de goudron pour avoir une meilleure étanchéité. Et pendant le voyage, l'eau dans les outres était battue par la marche des chameaux. Elle était chauffée par le soleil. Et au bout de 3 jours de marche, elle commençait à avoir mauvais goût. Elle était quasiment imbuvable au bout du 10e jour. Or, par chance, si l'on peut dire, l'étape la plus longue sur cette voie transsaharienne était juste de 10 jours sans aucun point d'eau. Comme pour les chameaux, une fois à Assiout, une grande partie des outres devenaient inutiles. Elles étaient vendues ensuite à un très bon prix au Caire, où elles servaient au transport de l'eau du Nil aux habitations des habitants.
La caravane transportait également des cornes de rhinocéros qui servaient à faire des poignards, qui servaient à faire des poignées de sabre ou de poignards pour les Mamelouks. Environ 200 étaient exportés annuellement. Les Mamelouks leur attribuaient des propriétés aphrodisiaques. La caravane transportait également des plumes d'autruche, qui étaient classées en 5 qualités, les plus cotées étant les plumes blanches. Les prix dépendaient étroitement du marché international. Elles étaient exclusivement achetées par des marchands juifs, spécialisés dans le tri et l'emballage, avant leur envoi en Europe, généralement vers Livourne. Autres produits transportés par la caravane, des pains formés de fruits de tamarin écrasés et séchés. Dissous dans l'eau, ces pains produisaient une boisson très rafraîchissante utilisée en Égypte dans les dysenteries aiguës et dans les fièvres inflammatoires. La caravane apportait également un produit appelé sins en arabe, Cassia absous de son nom scientifique, un produit qui venait exclusivement du Darfour. Une fois pulvérisé et transformé en poudre, il était employé comme collyre sec pour les ophtalmies extrêmement communes en Égypte. La caravane transportait également de l'alun en petite quantité. L'alun était utilisé en médecine comme agent hémostatique ou pour rendre les peaux imputrescibles lors du tannage, ou il servait encore à fixer les produits tinctoriaux lors de la teinture. La caravane apportait aussi de la gomme arabique employée dans la solidification des tissus. Cette gomme était réexportée vers l'Europe et comme pour les plumes d'autruche, ce sont des nomades, les Kakabiches, qui étaient les principaux fournisseurs de ces deux produits. La caravane apportait de la poudre d'or en petite quantité, des chasse-mouches faits avec les crins de la queue de girafe, des peaux de léopard et de panthère, beaucoup de perroquets et quelques singes. Voilà pour les produits exportés du Darfour. À l'importation, les marchandises achetées par le Darfour peuvent être regroupées en 5 rubriques générales. 1, des textiles. 2, des métaux et de la quincaillerie. 3, des parfums, des herbes médicinales et des épices. 4, des perles et des produits semi-précieux. 5, des fournitures militaires. La dépendance aux textiles, aux métaux et à la quincaillerie importée était très forte. Les textiles comptaient pour au moins 50% des marchandises achetées au Caire par la caravane. Leur variété était considérable et il n'est pas possible d'en détailler toute la gamme ici. Certains textiles, comme les velours ou les brocarts, venaient d'Europe, d'autres étaient manufacturés directement en Égypte. Les verroteries, autrefois appelées conteries, c'est-à-dire les perles, étaient fabriquées à Venise. On les appelle localement carazes. Les perles étaient de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. La plupart étaient très bon marché. Toutefois, certaines variétés, en raison de leur prix, n'étaient achetées que par les femmes ou les filles des grands personnages. Un grain particulièrement recherché, appelé soumite, s'échangeait contre un esclave si l'apport était abondant, sinon contre 2. Les grains les moins chers servaient ensuite de monnaie d'échange dans les petites transactions au Darfour. La caravane apportait également du papier fabriqué en Europe, en assez grande quantité, d'un pays musulman, apportait des encriers en cuivre pour les religieux, des grattoirs pour tailler les roseaux qui servaient à écrire. La caravane importait des aiguilles, des ciseaux, des rasoirs, des miroirs et d'autres quincailleries qui étaient très recherchées. Les aiguilles venaient de Trieste et de Venise et aussi de Saint-Étienne. L'aiguille de peu de valeur en Europe s'échangeait chèrement au Darfour. Il fallait compter 1000 aiguilles pour un esclave. La caravane apporte 1000 aiguilles en échange d'un esclave. La caravane apporte également du sulfure de plomb ou galène
servant à préparer le col pour le maquillage des yeux. Ce galène venait d'Écosse ou de Sardaigne. La caravane importait également des articles semi-précieux comme l'ambre jaune, des grains troués pour pouvoir être enfilés et réunis en colliers, en bracelets ou suspendus dans les cheveux, des agates, des morceaux de corail rouges destinés au même usage. Ces grains ou ces morceaux de corail, d'agate, etc., étaient échangés comme moyen d'échange dans les transactions importantes. Ces produits venaient toujours de Livourne et surtout de Trieste. La caravane importait également des ânes d'Égypte, doués d'une force exceptionnelle. Ils étaient très prisés au Darfour. Un âne pouvait être échangé contre 10 esclaves. La caravane importait également du cuivre rouge sous forme de déchets de cuivre, de fils de cuivre, de feuilles de cuivre et était vendu à prix d'or. Il servait à faire des anneaux pour le nez, des bracelets et des chevillères. Après le cuivre venait le zinc, ensuite les thalers en argent, dite Marie-Louise, une monnaie mais qui était fondue dans le même but de faire des colliers, des bracelets. Enfin venait le laiton en feuilles qui lui venait d'Allemagne. La caravane importait également des tiges de feuilles d'absinthe, appelées Cheber en arabe, employées comme médicament ou comme parfum ou servant dans les aliments. Cette caravane du Darfour importait également des cottes de mailles. Elles étaient portées par les cavaliers de l'armée. La caravane importait également des selles turques, des étriers à la turque, des lames de sabre droits de cavaliers fabriqués en Allemagne et montés au Darfour. La caravane importait également de l'étain en provenance d'Allemagne par Trieste ou Venise, ou encore d'Angleterre par Marseille. Cet étain était découpé en morceaux qui servaient de monnaie pour les objets de peu de prix au Darfour. La caravane importait également des épiceries comme le girofle qui servait dans la préparation des cosmétiques, ou le poivre, la muscade, importée de Livourne ou de Marseille depuis la Hollande. Les Hollandais, à l'époque, contrôlant ce commerce à partir de l'océan Indien. La caravane importait également des petits grelots qui, avec l'ambre et le corail, servaient à la parure des femmes ou des clochettes utilisées comme ornement de selle par les cavaliers. Cette caravane importait également de grosses quantités d'une plante appelée sunmul en arabe ou Spina celtica, qui servait à composer des cosmétiques. Cette plante ne se trouve que dans les Alpes. Elle venait précisément du Tyrol. Elle était séchée et expédiée par Trieste. On importait également une herbe médicinale très populaire, le faux morisier, en provenance d'Europe. Cette plante était utilisée notamment pour dissoudre les calculs urinaires. La caravane importait également des tarbouches ou des calottes de laine rouge. Les meilleures venaient de Tunis. Il y avait une fabrication française à Aix-en-Provence et à Marseille, mais ces tarbouches étaient de très mauvaise qualité. Enfin, mais clandestinement, les marchands apportaient de l'eau-de-vie. L'usage des boissons fermentées, bien que prohibé par l'islam, était partout presque général. Et sur place au Darfour, on fabriquait avec le sorgho un alcool appelé bouza. J'en viens maintenant à la dernière partie, qui est les frais supportés par la caravane. Il existait certaines charges fixes consistant en frais de protection, en droits de douane et en taxes supplémentaires régulièrement collectées. Premièrement, il fallait compter les frais honoraires du chef de la caravane,
sur les marchandises exportées, par chameau et par esclave. Ces frais étaient versés à l'arrivée de la caravane en Égypte, mais sans tenir compte des pertes subies durant le voyage, qui pouvaient être lourdes parfois. On comptait donc marchandises et esclaves à partir du point de départ. Sur les pertes subies pendant le voyage, on a l'exemple d'une petite caravane arrivée du Darfour en 1800 qui avait subi 27% de pertes en esclaves et 50% en chameaux. Et il semble que cette caravane ait été particulièrement affectée. Deuxième point des frais supportés par la caravane, les frais de protection donnés aux Bédouins, Mougariba, afin de transiter pacifiquement sur leur territoire. Les frais étaient perçus par chameau uniquement. Troisièmement, il y avait des frais à verser à l'arrivée à l'Oasis de Karga, à l'émissaire du gouvernement égyptien, qui était chargé de compter et de peser la marchandise par esclave et par chameau. On faisait cela à Karga et non pas à Assiout, parce que à partir de Karga, plusieurs routes rejoignaient le Nil et les marchands auraient pu les emprunter afin d'essayer d'échapper à la douane. Quatrième point des frais. Donc, les frais de douane à Assiout, maintenant, versés par esclaves et par chameau. Là, les douanes traitaient de la même façon les chameaux chargés et ceux qui ne l'étaient pas. La caravane vendait à Assiout une partie des esclaves et des chameaux. Pour cette caravane de 5500 chameaux et 5000 esclaves, environ 500 chameaux et 600 esclaves, nécessaires à la vente pour pouvoir régler les frais à la douane, notamment. Cinquième droit à payer, le reste de la caravane qui descendait le Nil en bateau avait des droits de douane dans une ville appelée Manfalout, mais c'était des droits qui étaient imposés à tous les bateaux qui descendaient le Nil. Sixième point, des droits de douane à l'arrivée au port du Vieux-Caire, à Boulak. Ces droits étaient moindres pour les esclaves femmes que pour les hommes. Les autres droits étaient perçus par chargement de chameau pour la gomme, l'ivoire, le tamarin, en nature pour les plumes d'autruche. Il n'y avait pas de droit sur l'or. Septièmement, des taxes étaient dues aux concessionnaires du marché, aux esclaves. Il fallait aussi prévoir des frais pour les courtiers quand leurs services étaient utilisés pour la vente des esclaves. Bref, si l'on totalise tous ces frais, on arrive à environ 12% de la valeur totale des biens importés. Mais d'un côté, on sait que les marchands offraient volontairement des pots de vin pour éviter certains droits. Et d'autre part, à Assiout, le gouverneur pouvait imposer des extra-taxes illégales. Voilà, j'en ai terminé pour l'instant. Je veux simplement signaler d'autres caravanes, ou une autre caravane qui était la caravane annuelle ou bisannuelle des pèlerins qui se rendaient à la Mecque et qui transportait aussi beaucoup d'esclaves qui servaient à payer les frais tout au long de la route pour les pèlerins qui se rendaient au lieu saint. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Salut. Ah oui, non. Bien, merci beaucoup pour cette intervention très stimulante. Alors, j'ai pas mal de questions à poser. Alors, la première question, elle concerne le volume. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une idée chiffrée de cette traite transsaharienne qui, en gros, alors, va du 8e siècle presque au 20e siècle, hein, c'est ça? Donc, sur le plan numérique, est-ce qu'on a une idée? Alors, moi, je pensais à l'ouvrage de Olivier Grenouillot où il annonçait entre
je crois 15 et 18 millions. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire des chiffres? Alors, comme tu n'as cité aucun chiffre, est-ce que c'est par prudence scientifique Oui, c'est par prudence. Bon, sur ces 17 millions, le calcul a été fait par un chercheur américain, mais les 17 millions totalisent à la fois les esclaves transportés par le commerce transsaharien et les esclaves exportés par l'océan Indien. Donc, on a les deux voies d'exportation d'esclaves. Mais le chiffre de 17 millions est probablement assez juste. Il y a eu un débat ensuite entre chercheurs américains sur ce volume de 17 millions parce qu'il apparaissait supérieur à celui de la traite transatlantique et que c'était pas, ça ne semblait pas acceptable pour un certain nombre d'Américains, d'Afro-Américains. Ailleurs, sur la traite transsaharienne, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres. On a certains chiffres période par période, mais jamais quelque chose de global. Le nombre d'esclaves transportés par caravane variait considérablement selon la taille de la caravane, selon les époques, selon aussi la voie transsaharienne exportée, aussi bien qu'il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres. On peut déduire l'importance du trafic par le nombre d'esclaves qui étaient employés au nord, en particulier pour les hommes, la principale occupation était de les enrôler dans l'armée. On avait ainsi des armées d'esclaves soldats dans tous les États du Maghreb, jusqu'à une période, enfin pendant toute la période médiévale. C'était également le cas dans l'Espagne musulmane, où les effectifs étaient relativement importants. Ils étaient très importants pour au Maghreb, lors notamment de l'invasion de l'Égypte par les armées de l'État d'Ifriqiya. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Enfin, sur les chiffres, c'est tout à fait, il serait très hasardeux d'avancer des chiffres. Oui, c'est vrai. Je peux répondre juste sur la question. C'est vrai que le terme exact serait captif. Le terme esclave étant plutôt employé dès que le captif est mis. Quand on se sert du captif comme main d'œuvre. Mais bon, l'usage courant parle toujours d'esclave, c'est pour ça que je l'ai fait. Bien, alors, donc ça c'était la première question. Alors, ma deuxième question, elle porte sur les esclaves. Donc, tu as cité l'exemple de l'achat d'esclaves. Ils sont achetés au Darfour, c'est ça? Et alors, comment donc les captifs deviennent captifs? C'est-à-dire que ceux qui font la caravane, ils échangent ces esclaves contre les marchandises que tu as évoquées, textiles, parfums, c'est bien ça? Oui. Et en amont, alors, comment ça se passe? Donc, les esclaves, les marchands achètent uniquement ces esclaves au point de départ de la caravane. Les captifs sont faits beaucoup plus au sud, dans des régions du sud du Soudan actuel, dans des régions du Tchad
et aussi pas mal dans ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine. Là encore, c'était un monopole du sultan de Darfour qui donnait annuellement des autorisations d'aller capturer des esclaves au sud. C'était une espèce de permis de chasse, si l'on peut dire. Et il y avait un certain nombre d'expositions, tel personnage réunissait autour de lui un certain nombre d'autres personnes, et il montait à ses frais une expédition pour aller chercher des esclaves au sud. Ensuite, ces esclaves étaient ramenés, vendus au Darfour et revendus ensuite aux marchands de la caravane qui les transportait en Égypte. Ce système de chasse aux esclaves au sud des États esclavagistes avait lieu tout au long de la bande saharienne, c'est-à-dire non seulement le Darfour, mais le Wadaï, l'émirat de Sokoto par la suite, enfin jusqu'à l'Atlantique. Tous ces États avaient au sud des espèces de garennes à esclaves où ils allaient puiser, selon les besoins, selon la demande, un certain nombre d'esclaves, dans des sociétés qui étaient toujours, en principe, païennes. D'accord. Et donc, ces chasseurs d'esclaves dans la zone sahélienne, on peut dire ça comme ça, ils sont islamisés ou pas? Oui, eux sont islamisés, oui. D'accord. Eux, ils sont des musulmans, oui. D'accord. Mais ils peuvent employer, eux-mêmes peuvent employer des esclaves pour chasser les esclaves. De la même façon que la caravane utilise un certain nombre d'esclaves qui restent attachés à tel ou tel patron, qui vont et reviennent avec la caravane du Darfour. D'accord. Alors, dans la chronologie, si j'ai bien saisi, les premières caravanes transsahariennes datent du 8e siècle ou on en trouve avant? Non, c'est début du 8e siècle. 8e siècle, d'accord. Oui. On a, bon, avant, comme je me suis pas étendu longuement, mais il n'y avait pas les moyens techniques de traverser le Sahara, il n'y avait pas le dromadaire, c'était pas encore arrivé, à l'époque des Romains, par exemple. Il y avait un certain nombre d'échanges sur la piste la plus à droite vers le lac Tchad, à l'époque, vers quelques siècles avant notre ère, mais c'était des échanges de proche en proche. Il n'y avait pas un parcours unique d'une caravane qui traversait. C'était des échanges qui étaient effectués par des gens qu'Hérodote appelle les garamantes. Mais ça restait extrêmement limité et surtout, il n'y avait rien de régulier. Donc, en fait, les caravanes régulières ne commencent sur cette partie qu'à partir du 8e siècle. Elles sont plus nombreuses sur la côte de l'océan Indien, puisque on a déjà un commerce d'esclaves à l'époque romaine et plus tard avec divers intervenants, dont par exemple les Chinois, dont la flotte qui possédait une flotte très importante au XIIe siècle et qui trafiquait sur la côte de l'océan Atlantique. Mais pour répondre à ta question, le début des caravanes transsahariennes... Les Chinois sur la côte atlantique? Ah oui. Non, l'océan Indien. D'accord. Oui, les esclaves en Chine étaient employés, esclaves noirs, étaient employés comme calfats. Les Chinois pensaient qu'ils avaient des qualités pour plonger sous l'eau et voir sous l'eau et calfater la coque des bateaux. D'accord. Alors, je vais laisser la parole à la salle. Alors, on a eu... Oui? Comment? Ah oui, calfater. C'est... Entre les planches le bateau est construit avec un certain nombre de planches
elles sont assujetties, mais il y a entre les planches, il faut mettre quelque chose qui empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau. Et donc, ce produit, c'était tout qu'on mettait pour empêcher l'eau de pénétrer. C'est entre deux planches d'une coque de navire, qu'il n'y ait pas d'eau qui... Oui, voilà. Donc, oui, alors on avait, enfin, c'était pas trop une question, c'était plus une observation donc, de quelqu'un qui s'est exprimé sur Internet, qui se sentait mal à l'aise parce qu'il trouvait qu'on parlait trop des esclaves en tant que monnaie d'échange. Mais malheureusement, c'est le principe de l'esclavage, hein, c'est de transformer l'être humain en marchandise. Donc, forcément, quand on parle d'esclavage, oui. Ah, d'accord. Attends, vas-y, Lila, parce que comme petit. Je relis la question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris le thème de l'exposé. Donc, il reprend le titre. Et on parle de perles, de cosmétiques, de tissus, de frais supportés par les caravanes. On parle des esclaves sous forme de monnaie. Je suis très mal à l'aise devant cet exposé en tant que descendant d'esclaves. Donc, bon, il n'y a pas vraiment une question, c'est une observation. Un commentaire de ta part? Non, j'ai pas vraiment de commentaire. Soit on peut faire un discours plein d'empathie et j'ai de l'empathie, mais j'ai voulu faire quelque chose qui soit très technique, qui donne la manière dont les caravanes étaient organisées et s'effectuaient. Bon, je comprends l'interrogation de l'intervenant. Alors, juste une précision par rapport aux cartes. Donc, par exemple, ici, la caravane du Darfour, elle va jusque là ou elle va plus au sud? Non, El Fasher. D'accord. El Fasher et elle va jusqu'à Asiout. Ouais. D'accord, ok. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 1800 kilomètres. 1800 kilomètres. Donc ça fait 1800 kilomètres. Et entre ces deux points, il y a des oasis? Il y a des points d'eau sur une partie du parcours et il y a une très grande oasis dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Karga, qui fait à peu près 150 km de long, où la caravane s'arrêtait à peu près un mois, le temps pour envoyer des émissaires à Asiout, prévenir les autorités égyptiennes de l'arrivée de la caravane, qui à ce moment-là envoyaient des fonctionnaires pour faire l'inventaire des marchandises qui étaient transportées par la caravane et des esclaves qui étaient transportés. D'accord. En même temps, bon, dans cette oasis où il y avait beaucoup de fruits, de légumes, probablement que la nourriture changeait. On essayait de varier les galettes de farine qui étaient données à manger pendant les autres étapes du voyage. Alors, j'ai deux autres questions à poser. Sur la mortalité, alors tu as évoqué un moment que pour une caravane, il y avait eu 27% de captifs morts. Voilà, est-ce qu'on a des idées de la mortalité moyenne? Et ensuite, par rapport à ces oasis, finalement, elles commencent à être peuplées d'hommes en même temps que ces caravanes, ou depuis des millénaires, il y avait des hommes qui habitaient autour de ces oasis? Oui, sur la mortalité, le chiffre cité ne concerne qu'une caravane. J'ai cité également la mortalité des chameaux, ce qui est très important parce que les chameaux portent l'eau et que si beaucoup de chameaux meurent, évidemment, il y a beaucoup moins d'eau à se partager. C'est quoi la mortalité des chameaux? Là, c'était, je ne sais plus, 40%.
40% des chameaux meurent sur cette caravane-là. Ah oui, d'accord. 27% des esclaves, 40% des chameaux. Ah oui, donc, il y a un lien entre les deux. On sait aussi par ailleurs que cette caravane avait été particulièrement affectée par le voyage. Donc, ce sont des pourcentages à ne prendre que pour ce cas isolé et qu'on ne peut pas du tout généraliser. Moi, j'étais très surpris des récits des voyageurs des quelques voyageurs qui ont emprunté ce parcours. Ils parlent très souvent de squelettes de chameaux laissés à l'abandon le long de la piste, jamais de cadavres humains. Ce qui est quelque chose de tout à fait étrange et qui interroge, puisqu'on sait que les caravaniers ne prenaient pas la peine d'enterrer les cadavres. Donc, il y a là un point d'interrogation sur la mortalité au cours du voyage. Sur l'autre partie de la question, qui était les oasis, depuis quand sont-elles peuplées? Cette oasis de Kharga est très ancienne. C'est un grand site touristique aujourd'hui parce qu'elle recèle des antiquités qui datent de la période perse, 5e et 4e siècle avant notre ère, notamment un temple d'Ibis qui est extrêmement célèbre dans le monde entier. Donc l'occupation de cette oasis est extrêmement très ancienne. Ce sont d'ailleurs les Perses qui ont construit les systèmes d'irrigation de cette oasis-là, les Foggara, qui s'appellent ici Karat, non pas comme au toit de Foggara, mais le système est le même de tunnels souterrains qui vont chercher l'eau, qui a été extrêmement sollicité, puisque on sait que la nappe phréatique a baissé graduellement. Les oasis ont été occupées également à l'époque romaine, où elles étaient intensément cultivées. On cultivait même du raisin, on faisait du vin. Les Romains s'en servaient comme lieu d'exil. C'était une espèce de lieu difficile de s'échapper. Donc voilà, occupation ancienne. Bien, merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, allez-y. Attendez, on va vous passer le micro. Il y a un autre micro. Voilà. Monsieur, allez-y. On va vous donner le micro de manière à ce qu'on puisse entendre aussi de l'autre côté de l'écran. Mes salutations, monsieur l'anthropologue, le scénariste. J'ai des questions à vous poser. Ces questions sont motivées par le résultat de mes recherches concernant en fin de compte la déportation des Kamites dans l'espace territorial de continent kémite occidental. Et cela, il en est résulté des résultats de mes recherches, des inductions. Alors, première question, à savoir, est-ce qu'il y eut des déportations à partir des 5 royaumes couchites de l'actuel Soudan, initialement nommé Nubie, vers les côtes occidentales du continent kémite? Ça, c'est une première question. Deuxième question. Deuxième question. De par votre connaissance, est-ce que l'Égypte antique a contenu dans son histoire des bas-reliefs, des artefacts, autres papyrus,
qui mentionne que les Nubiens étaient soumis à l'esclavage sur son territoire. Maintenant, je ouvre une parenthèse pour adresser un remerciement à l'actuel président de la République qui a restitué une œuvre artistique au Bénin et auparavant aussi, il fit les mêmes démarches. Et en qualité de responsable culturel des Antilles Guyane, je me devais lui adresser ces remerciements du fait qu'il a restitué un bien qui appartient à des populations émites sur l'Afrique occidentale. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que nous devons faire le distinguo, et ça c'est très important. Nous nous adressons aux populations de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Nous avons une histoire terrible, et arrivé au XXIe siècle, ceux et celles qui savent écrire, parler, conférencer, entreprendre, à travers notre histoire, nous devons faire le distinguo entre captifs déportés et esclaves déportés. Il y a eu beaucoup plus de captifs déportés que d'esclaves déportés. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est qu'il soit grand temps que notre histoire à nous puisse nous servir à notre propre développement. Parce que de par le monde, les populations conçues de colonialisme, d'esclavage, etc., ces populations sont arrivées à transcender leur histoire pour se retrouver et s'épanouir. C'est important que nous, les Afro-Guyanais, nous puissions transcender notre histoire et servir de notre histoire pour notre développement et notre épanouissement. C'est-à-dire, arriver au XXIe siècle, nous devons sortir du pathos. Le pathos, c'est transcrit, c'est inscrit dans les musées, nous le savons maintenant, transformons tout ça et projetons-nous dans l'avenir de manière à ce que notre histoire puisse nous servir à notre développement, à notre entreprise. Parce que c'est bon. Merci. Alors, donc, oui, je vais répondre à un point de votre question sur éventuellement les fournitures d'esclaves à Pharaon. Oui. Par la Nubie, par le royaume de Couche. Il y avait des échanges anciens, effectivement, avec l'Égypte. Les captifs ou les esclaves étaient fournis avec d'autres biens, mais en très petite quantité. Contrairement à une idée reçue, il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. Il y avait bien des Africains subsahariens, on voit sur les bas-reliefs, mais c'étaient des mercenaires nubiens, donc libres. Et l'Égypte, d'ailleurs, n'avait pas qui a plein de termes pour désigner la dépendance et autres, n'a aucun terme pour désigner l'esclave. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on va alterner les questions sur Internet et les questions dans la salle. Donc, nous avons une question de France Archimède, alors qui demande une explication sur les raisons pour lesquelles ce sont des moines coptes qui pratiquaient la castration. Oui, c'est simple. La pratique est interdite par l'islam. Mais les musulmans veulent bien avoir des eunuques, et donc c'était toujours des chrétiens ou d'autres qui pratiquaient cette... merci, oui. C'était à la fois d'ailleurs, il y avait pour les esclaves blancs qui ont été extrêmement nombreux à l'époque de Charlemagne et autres et qui étaient vendus vers l'Espagne musulmane, il y avait à Verdun
un centre de castration des esclaves slaves extrêmement important. Et c'était là des moines chrétiens qui pratiquaient l'opération. D'accord, donc il y a une question. J'ai pas bien compris tout à l'heure votre réponse en ce qui concerne la manière dont étaient capturés les hommes et les femmes qui devenaient esclaves. Et puis, pour avoir une similitude avec la transatlantique, est-ce que, comme on disait, ces hommes et ces femmes esclaves, est-ce qu'ils avaient il y avait autour de femmes, autour d'hommes, les enfants aussi en faisaient partie. Voilà, quelles étaient leurs vies, sur cette voie, enfin en Égypte, la demande en esclaves, comme j'ai dit les 4/5 de femmes, la demande en esclaves était effectivement des esclaves femmes, des jeunes filles ou des fillettes, qui servaient principalement comme concubines. C'était la visée principale de l'achat d'esclaves. Sinon, un certain nombre d'entre elles étaient des nourrices, employées aussi en Égypte. D'autres pouvaient être les économes au sein d'un grand ménage. Bon, c'est à peu près les activités principales. Une fois les horreurs de la saisie dans les garennes à esclaves au sud, une fois les horreurs du voyage dépassées, en Égypte, la condition était relativement, à part la privation de liberté évidemment, les conditions de vie étaient relativement correctes, bien meilleures en particulier que les conditions de vie des fellahs dans le même pays. Mais enfin, par rapport à la mortalité était relativement importante, due en particulier au changement de climat. Il y avait beaucoup de rhumes, de choses comme ça en Égypte, et il y avait une mortalité relativement importante. Également, la peste sévissait très régulièrement en Égypte, et on sait par un certain nombre de statistiques tardives du début du XXe siècle que les esclaves payaient un tribut beaucoup plus important que les Égyptiens eux-mêmes à la peste. Alors, juste une observation de la Russie nous indique que 17 millions d'esclaves au XIVe siècle représentent environ 33 personnes par jour. Ça nous laisse 100. Alors, maintenant, une question d'Aurore Martin. Elle demande si on a des informations sur les populations commerciales au Darfour. Donc là, elle cite Massaït, Zagawa. Donc, quel était le rôle de ces populations? Est-ce que ces populations ont elles-mêmes été réduites en esclavage? Oui, ça a été le cas au début de l'islamisation. C'est plus le cas par la suite quand ces populations se convertissent à l'islam. Et tout le jeu, d'ailleurs, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, de ces États esclavagistes au sud du Sahara, tout le jeu était de ne pas convertir trop de païens pour avoir toujours une réserve au puiser des captifs. À un certain moment d'ailleurs, malgré que ce soit interdit, en particulier à l'époque du califat de Sokoto, au XIXe siècle, on va faire captifs des musulmans en prétextant qu'ils ne pratiquent pas la bonne foi. Alors, attendez, déjà, alors, qui veut poser une question? Alors, c'est quoi donc? D'accord. Je
si j'avais vu que comme les populations systémisées et approche délire ne devant pas faire de l'exercice de païen, c'est pour les musulmans, mais moi, ce n'est pas aller. Et c'est se permettre de mettre les musulmans. Je n'ai pas compris la question. Tu peux répéter? Non, je n'ai pas compris la question. Si tu peux répéter plus fort. Oui, cette carte-là est très sommaire. L'autre carte sur la période médiévale est beaucoup plus proche de la réalité. Je ne sais pas comment la mettre. Ah, d'accord. Voilà. Donc cette carte-là est beaucoup plus proche de la réalité. Effectivement, on a les grandes voies médianes et beaucoup de voies transversales qui relient tel ou tel point. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Le Bénin et le Togo dont vous avez parlé ne participaient pas du tout à la traite de ce côté-là. Traite transatlantique, oui, mais de ce côté-là, certainement pas. Alors, ensuite, donc, nous avons une carte de Serge Romana. Alors, il nous dit, je vois sur la carte les royaumes d'Oyo et du Bénin. Cela voudrait dire que le royaume Yoruba de la côte atlantique aurait de façon indirecte participé à la traite transsaharienne. Non, pas du tout. C'est même l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que à partir du XVIIIe siècle, quand la traite transatlantique devient véritablement importante, ou à partir du milieu du XVIIe, mais c'est au XVIIIe, les États fournisseurs d'esclaves vers les voies transsahariennes fournissent également en partie la traite transatlantique. C'est-à-dire ils sont capables à la fois d'alimenter des deux côtés de la traite. Mais traite à l'inverse, non. Je ne sais pas si c'était ça le sens de la question. Alors ensuite, je suis souhaité savoir dans l'exposé si ça a été vacciné contre la variole vers 1814-1840, leur arrivée à la suite. Cela voudrait dire que la vaccination était déjà connue en Afrique de l'époque. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir que les esclaves sont vaccinés. Oui, en Égypte, c'est le dirigeant égyptien, son nom m'échappe pour le moment, mais qui a pratiquement rendu obligatoire la vaccination contre la variole, et en particulier, pour éviter une trop forte mortalité, imposer que tous les esclaves arrivant à Assiout soient vaccinés. On le sait en particulier parce que c'est un médecin français qui est resté 7 ans à Assiout et qui vaccinait tout le monde à l'arrivée de la caravane. Et effectivement, l'inoculation n'était pas connue auparavant, et la variole était une maladie terrible avec une très forte mortalité, en particulier au Darfour. On sait qu'à un certain moment, la moitié de l'armée avait été décimée par une épidémie de variole. Alors, merci. Alors, une question de Charles. Alors, jusqu'à quelle période la vérité de l'étude?
est-il des tissus indiens qui font partie du marché et dans l'océan Indien? Voilà. Effectivement, ce qui frappe, c'est vraiment le caractère très international des marchandises qui arrivent dans la bande sahélienne pour acheter des esclaves. Tu as cité à la fois des verroteries de Venise. Moi, j'ai été très frappé par des produits comme la côte de maille, fabriquée en Allemagne, à Solingen, et qui arrive là et qui est répandue par milliers. On trouve ça par milliers au Soudan, qui servait de protection pour les cavaliers, qui avait par-dessus une veste très épaisse en coton, ce qui permettait d'arrêter les lances, les flèches ou les coups portés avec des armes blanches. Et la côte de maille était une protection supplémentaire. Mais effectivement, ou cette plante qui venait du Tyrol, qui était demandée en très grande quantité et qui entrait effectivement dans ce commerce international des produits. Et les verroteries de Venise? Les verroteries de Venise. Les verroteries de Venise. Ah. Une question portée sur ça. Les quoi de Venise? Verroterie. Ah oui, c'est bien. Venise fabriquait, est bien connue encore aujourd'hui pour fabriquer toute une série de perles, de produits de ce genre-là. Oui, c'est des perles, oui, voilà. Et donc, oui, la verroterie, c'est le terme ancien qu'on employait, mais ce sont des perles, tout simplement. Et Venise était vraiment le gros producteur de perles à l'époque. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres demandes d'intervention dans la salle? Non, il n'y a pas de personne qui ne souhaite intervenir. Ah, merci. Bonjour, d'abord, merci beaucoup pour tout cet exposé. On a tendance à penser l'Afrique dans son petit coin, etc. On s'aperçoit que c'est une super émission, qu'elle participe à toute. Moi, j'ai toujours pensé que les hommes étant des hommes, ils ont toujours participé à tout. On ne sait pas où c'est. Pas... Sauf que là, on voit ça avec une ampleur assez. Enfin, moi, je pense que. Bon. Voilà, donc ils participent complètement à toute l'expansion du monde, à toutes les visions d'esclavage, tous les vents, tout vient de partout, etc. Et je trouve que on n'a même pas encore parlé de la transatlantique dans cet aspect. Et donc, déjà, je voudrais vous remercier pour remettre un peu tout en perspective aussi. On n'a pas vraiment les chiffres, on n'a pas des choses comme ça. J'avoue que je commence à entrevoir en blanc, c'est aussi toutes les mortelles de racines qu'il y a dans tous ces pays. C'est le monde, tout le monde est passé en esclavage. Tout le monde a participé à l'esclavage. C'est la première fois personnellement que j'entendais parler des juifs dans le système esclavage, dans un système esclavagiste. Et moi, je trouve que c'est impressionnant. Et je ne sais pas, je pense qu'il faut construire encore plus. C'est vrai qu'il y a des mots que vous avez été et merci beaucoup pour mettre tout dans perspective en sachant que les autres, on n'est pas plus sympa ou moins sympa dans une histoire mondiale. Bien, il y a d'autres Oui, merci pour votre exposé. Ma question, en fait, c'est vous avoir entendu dire qu'effectivement, il y a des parents, etc. Il y a aussi des musulmans. Et moi, je me suis été entendu dire que quand on était musulmans, effectivement, les musulmans n'étaient pas musulmans en esclavage. Donc, ça. C'est ma question. Oui, en principe. Mais à partir d'un certain moment, la fin du 18e, au 19e surtout, les endroits où l'on pouvait
faire des esclaves qui n'étaient pas musulmans se réduisent de plus en plus. Donc on va accuser un certain nombre de musulmans de ne pas être de vrais musulmans. Et ce qui va permettre de les réduire en esclavage. Et on a un personnage qui s'appelle Al-Maghili, qui est un personnage ancien du XVe siècle, qui a développé toute une théorie qui est reprise par les islamistes aujourd'hui sur ce thème. Toi, tu n'es pas bon musulman, moi je suis le seul bon musulman. Alors ça a permis, ça, au XIXe siècle, par exemple, dans le califat de Sokoto, de réduire en esclavage beaucoup de musulmans. Et en particulier, alors pour ce cas de Sokoto, de les envoyer par la traite transatlantique. Et vous savez peut-être qu'au Brésil, on a eu une révolte d'esclaves et qui étaient musulmans, esclaves noirs musulmans au Brésil, qui provenaient de Sokoto. Alors moi, j'ai une question à poser. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a des marchands d'esclaves, ceux qui capturent, qui vendent à la fois pour la traite transatlantique et pour la traite transsaharienne. Je voulais savoir qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous en termes de bénéfices, de vendre pour la traite transsaharienne ou pour les prix finalement sont les mêmes. On vend au nord, on vend au sud. On a l'exemple justement de Sokoto, qui, au XIXe siècle, qui trafiquait des deux côtés. Et Sokoto s'est posé la question, qu'est-ce qui est plus intéressant, traite transsaharienne, traite transatlantique? Et à un moment, ils ont arrêté d'envoyer des esclaves vers la traite transatlantique pour privilégier la traite transsaharienne. Donc c'était des gens qui réfléchissaient aussi à la manière de Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Une question? Alors, monsieur. Alors, une question courte. Êtes-vous spécialisé exclusivement et seulement dans la déportation transsaharienne, vous avez des connaissances beaucoup plus étendues qui concernent en fait toute la déportation subsaharienne allant jusqu'à l'actuel Cameroun, etc. Oui, j'ai travaillé là-dessus. J'ai quelques connaissances plus récentes. J'ai travaillé en Mauritanie, où il reste un certain nombre d'esclaves encore aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi en Guinée, au Fouta-Djallon, où en Guinée, oui, au Fouta-Djallon, où j'ai enregistré des récits de vie d'esclaves, avec des esclaves, où on sait que la libération, véritablement, c'est 1958. Il y a eu une abolition française en 1955 pour l'Afrique de l'Ouest, mais qui n'a été pratiquement d'aucun effet, qui s'est poursuivi. Et en Guinée, Sékou Touré, en 1958, abolit l'esclavage. Ce qui fait qu'un peu plus tard, j'ai pu recueillir des récits d'esclaves ou d'anciens esclaves. Que pensez-vous de la porte et son retour au Bénin? Pardon? La porte, il y a un arc, oui. Il y a un arc au Bénin, c'est la porte du non-retour. Qu'en pensez-vous de ce symbole à travers vos études depuis plusieurs décennies? Pensez-vous que l'intégralité, la globalité des hommes et des femmes captifs et esclaves qui ont été déportés vers les Amériques, est-ce qu'ils ont la possibilité de retourner à leur territoire initialement qu'ils appartenaient? Non, c'est extrêmement difficile. Bon, sur la porte,
c'est un monument, il faut respecter. Sur le Bénin, c'est intéressant votre question, parce que au Bénin, aujourd'hui, il y a des sociétés qui autrefois étaient esclavagistes, et il y a des sociétés chez qui on prenait des esclaves. Et bon, c'est quelque chose dont on parle peu. Peut-être que les Béninois ou d'autres pourraient évoquer cet aspect-là aussi de la mise en captivité. En fait, ce qui appelle la esclavage, c'est le Dahomey, pas les bons. Bien, donc nous allons encore remercier Roger Bott pour à la fois son intervention et ses réponses aux questions. Donc la prochaine séance de l'Université populaire aura lieu le 11 décembre. Donc ce sera Cécile Mort, qui est une doctorante en histoire, donc qui est d'origine martiniquaise, et qui nous présentera donc les aspects de la religion catholique dans l'esclavage aux Antilles françaises. Donc voilà. Donc, venez nombreux. Et oui, d'accord. Et on me signale que l'atelier de généalogie réouvre le 8 janvier 2022. Voilà, il se déroule donc le 1er samedi de chaque mois. Sauf quand ça tombe un 1er janvier, Bien, merci à tous, merci encore à Roger, et puis à très bientôt.